Bonjour, colonel Pierre Bonjour. Delon. Merci d'être avec nous ce matin pour tenter de comprendre avec vous ce qu'il se passe sur le front ukrainien. Mais d'abord, l'actualité ce matin, ce sont ces incursions dans le ciel américain, mais aussi canadien. Il y a quelques heures, un avion de combat a abattu un nouvel objet, c'est comme ça qu'on le qualifie, un objet volant près, au-dessus de la frontière canadienne. Dernier épisode en date de ces mystérieux engins volants repérés par les radars militaires des États-Unis. On est face à une offensive organisée d'un État, d'une entreprise, peut-être des deux. Alors c'est compliqué à dire, parce qu'aujourd'hui c'est un ovni. Personne ne peut dire d'où proviennent ces appareils volants, sachant qu'il y a eu 4 incidents. Le premier concernait clairement les Chinois, puisque les Chinois avaient envoyé un ballon au-dessus des États-Unis. Donc là, on l'avait. Oui, c'est le seul d'ailleurs qui a été Absolument. reconnu à demi-mot Ouais. par Pékin. Les 3 autres, non. Donc bilan, c'est soit les Russes, soit les Martiens. Et on préférait faire la guerre aux Russes plutôt qu'aux Martiens, parce que je veux dire que les Martiens, c'est un peu compliqué. On sait pas. D'ailleurs, vous avez vu que sur les avions américains, il y a un avion qui a détruit 2 engins, et il a mis sur son fuselage, il a dessiné 2 soucoupes volantes. Donc ça veut dire que, alors qu'en général, on met un avion détruit, vous voyez ce que je veux dire Et donc voilà, donc c'est un peu aujourd'hui pas une plaisanterie, mais aujourd'hui il se passe des choses dans le ciel américain, et aujourd'hui personne ne peut dire réellement ce que c'est. Oui, ce sont des objets qui volent à très haute altitude, qui peuvent d'ailleurs mettre peut-être en danger les avions aériens, les lignes commerciales, je dirais. Qu'est-ce que l'on cherche à observer à cette altitude-là? Et en fait, le problème, c'est qu'en fait, on arrive aujourd'hui, alors au-dessus de... Entre 6 000 et 20 000 alors, mètres. voilà, alors au-dessus de 20 000 mètres, en fait, vous savez, c'est une zone internationale. Donc normalement, le ciel n'est pas un ciel vertical qui monte jusqu'à l'infini. Il monte en gros jusqu'à 20 km. Aujourd'hui, ce que cherchent à faire les États les plus performants, c'est à être au-dessus de cette tranche de 20 000 mètres pour pouvoir observer. Et à 20 000 mètres, avec des engins, vous avez bien vu ce qu'on peut faire dans le spatial. Donc on met des engins qui captent des choses extrêmement précises. À 20 000 mètres, vous avez des précisions extrêmement intéressantes. Aujourd'hui, il y a une technologie qui vise à le faire. Mais Et le ballon est ça intéressant. s'apparente à un satellite dans ces cas-là? Ben non, ou un ballon. Le ballon est formidable parce que le ballon va voler, vous pouvez le diriger, il va au gré du vent, mais en même temps vous pouvez le diriger. Il y a un système pour le ballon, on a toujours pu le diriger grâce au vent. Donc en fait, il monte très haut, il est quasiment indétectable, et puis en fait, il pouvait observer n'importe quoi. Et aux États-Unis, c'est très compliqué. Vous avez vu qu'ils sont en train de les détruire, et deux, malheureusement, ces appareils ou ces ballons volent, si vous voulez, dans des zones complexes, des zones où il y a des bases de lancement nucléaires et ce genre de choses. Donc, encore une fois, il y a une véritable, entre guillemets, inquiétude sur l'usage de ces moyens, d'observation. Quand on détruit ces engins avec ces avions de combat, on peut analyser les débris, comprendre la provenance, les technologies parfois très pointues utilisées. Alors je pense qu'aujourd'hui, C'est réel. les Américains le savent déjà, ils ont déjà fait le tour du problème à mon avis, mais pour l'instant ils le gardent pour eux pour des raisons essentiellement politiques. Et là on rentre dans la fracture qui a lieu aujourd'hui entre la Chine, la Russie, l'Inde, les États-Unis et l'Europe quelque part, où il y a une espèce de multilatérisation des relations entre ces grands groupes, etc. Et là on rentre dans un autre domaine, et là les Américains jouent leur carte, et on saura progressivement. Pour l'instant, ils gardent cette information pour eux. En fait, ils ne veulent pas apparaître comme des destructeurs de ballons météorologiques, parce que c'est ça le sujet. Les Chinois ont dit, c'est un ballon sonde, un ballon météorologique. On ne détruit pas un ballon météorologique. Il y avait peut-être des technologies liées à la météo aussi. On va dire sûrement. Comme ça, quand on a attrapé le ballon, il y avait... Mais encore une fois, je pense qu'on aura les résultats au fil des mois et au fil des semaines. Et je pense que c'est quelque chose qui va être diffusé au fur et à mesure des semaines, parce que, bien évidemment, on le saura. Et on comprend que cet épisode n'est pas nouveau, parce que depuis 2018, une vingtaine de missions chinoises auraient été détectées par les autorités américaines, par les radars américains. Finalement, il y a peut-être là un effet de multiplication, mais rien de fondamentalement nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que ça n'a pas été détruit. Les premiers n'ont pas été détruits, on les a laissés faire. Ils ont été observés, on les a laissés faire. On voit aujourd'hui les Américains, pour des questions d'image, des questions liées à la guerre en Ukraine principalement, on voit que les Américains matérialisent une espèce de défense de leur territoire aérien qui est extrêmement importante, du genre on ne survole pas les États-Unis. Et ça, c'est clair. Et donc, le message qui est envoyé, c'est un message de fermeté en disant ne vous aventurez pas au-dessus de notre territoire. Donc, c'est un message politique et militaire qui est relativement fort. Une guerre informationnelle aussi. Mais on est en plein dedans, c'est les guerres hybrides. On va vivre là-dedans pendant des années.
355e jour de l'invasion russe en Ukraine. Aujourd'hui, les combats qui se déroulent près de Bakhmout, dans l'oblast de Donetsk, ont fait 212 morts, 315 blessés en 24 heures dans les rangs des forces russes. C'est ce qu'a annoncé dimanche, hier, un porte-parole du commandement oriental de l'armée ukrainienne. On parle d'intensification du conflit parce qu'on n'avait pas décompté autant de victimes depuis la première semaine du conflit. On y est dans cette nouvelle montée en charge que l'on attendait depuis plusieurs semaines. Alors, moi, ce que je pense, c'est que d'abord, les pertes sont colossales. C'est une guerre, vraiment une guerre de haute intensité, comme on dit, avec une attrition des hommes et des matériels absolument considérable. Et d'ailleurs, les armées européennes avaient oublié, les françaises en tout cas, avaient oublié ce genre de conflit. C'était plus dans la règle. Enfin, c'était plus du tout dans les standards. C'était plus dans les standards, exactement. Enfin, on avait complètement oublié cela. Donc là, on est sur des guerres de haute intensité où là, le nombre de morts est massif. D'autant que quand vous êtes à l'offensive, c'est le cas pour les Russes actuellement, ils sont à l'offensive. Donc en fait, vous avez des pertes énormes. Mais les Ukrainiens ont autant de pertes. Alors, pour le moment, un petit peu moins. Je validerai un chiffre genre un mort russe un mort ukrainien pour 2 morts russes. Mais c'est considérable. On est sur des chiffres de 100 000 morts et blessés ou 200 000 morts et blessés. Mais avec une capacité de mobilisation côté russe qui n'est pas la même du tout que du côté ukrainien, ne serait-ce qu'en raison de la population. Mais c'est ce qu'on appelle la profondeur stratégique. Vous en avez 3. Et vous avez l'industrielle, la géographique, et là, elle est humaine. Donc vous avez 140 millions d'habitants. Et donc la Russie, évidemment, c'est un grand pays, je dirais, avec beaucoup de population. Première chose. La deuxième chose, c'est que les modes d'action russes sont des modes d'action, je dirais, à l'ancienne. Où en fait, le prix de l'homme ne compte pas. On monte à l'assaut et voilà. Et on est poussé à monter à l'assaut. Donc les modes d'action russes, encore qu'il y a des nuances. Par rapport à l'année dernière, ils montaient à l'assaut de façon complètement incroyable. Je me rappelle sur l'aéroport de Kiev où ça a été un massacre. Ils ont envoyé une brigade d'assaut par air avec leurs hélicoptères. 200 hélicoptères ont été mis par terre. En gros, 50 soldats par hélicoptère. Faites le total. C'était Vous constatez que la stratégie a changé. Oui, parce qu'en fait, d'abord le terrain qu'on va évoquer, Bakhmout, etc. C'est un combat aujourd'hui. Enfin, c'est un terrain qui est vallonné avec des forêts, et donc ça les oblige encore une fois à manœuvrer et à éviter ces grandes vagues d'assaut qui étaient destructrices. Donc aujourd'hui, on est plutôt sur des combats, je dirais, au niveau de la compagnie, au niveau de l'unité élémentaire, au niveau des 150 hommes. Ouais. Mais c'est un combat destructeur quand même, parce qu'en face, les Ukrainiens se battent très bien et ont l'habitude et sont extrêmement aguerris maintenant. Dans cette région, dans ce territoire de Donetsk, l'état-major ukrainien a rapporté avoir subi plusieurs attaques ces dernières heures, des tirs de missiles, des tirs de roquettes et l'utilisation de l'aviation pour frapper les troupes ukrainiennes. C'est un usage des forces, des armes différents, mais massifs, de haute intensité. Aujourd'hui, on est vraiment dans une guerre classique, où en fait vous avez une espèce de mixte entre tous les moyens aériens, les moyens d'artillerie, les moyens d'infanterie, etc. Donc ça avance globalement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir 2 visions de ces combats. La vision, je dirais, locale, très tactique, où on va au fil des semaines, on va voir tel village, telle rue, vous voyez, il va y avoir une espèce d'information régulière, mais quand vous focalisez une focale arrière, vous allez voir la dimension du terrain, la dimension, sur l'ensemble du Donetsk, et qu'est-ce qu'on voit ? On voit en fait un grignotage progressif par les forces russes en direction de l'Ouest, en direction de l'Ukraine. Et on voit qu'il y a une espèce d'offensive pas généralisée. En fait, c'est pas une espèce d'escadronnade de chars, si vous voulez, de 300 chars qui vont débouler. On est sur un modèle qui va grignoter progressivement les Ukrainiens. Donc, à petits pas, exactement, mètre après mètre. C'est du grignotage. Donc, quand on voit que le chef de la milice Wagner revendique la prise d'une localité près de Bakhmout, c'est ça. On est exactement là. Alors là, on voit bien qu'en Russie, il y a une petite compétition entre Wagner et l'armée, mais ça reste plutôt une émulation qu'une bataille. Vous voyez ce que je veux dire ? Nous, de notre regard, on dit tiens, entre eux, mais en fait, c'est une émulation. Quand ils ont conquis ce village, qui à mon avis a peu d'importance, sauf qu'il se rapproche de Bakhmout, et donc puis la veille, c'était Soledar, voilà, et puis d'autres et d'autres. En fait, ils vont grignoter progressivement, et en fait, c'est celui qui amènera la bonne information à Poutine en disant voilà, chef, tu as vu, j'arrive, je fais des choses formidables, et grâce à moi, tu peux compter sur moi. Donc on est là, on est sur un débat politique et pas sur un débat militaire. Mais par contre, au niveau militaire, on voit bien, encore une fois, c'est que l'ensemble du front russe progresse de façon quasiment inexorable. Et ça, c'est très embêtant pour les Ukrainiens, parce qu'ils n'ont pas la profondeur stratégique, et 2, ils n'ont plus les hommes, ou en tout cas, ils en ont de moins en moins. Aujourd'hui, il reste combien d'habitants réellement sur les 42 ou 43 millions d'Ukrainiens ? Il y en a au moins une dizaine ou vingtaine de millions qui sont partis. Les femmes, les enfants, tout le monde est parti. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, on est un petit peu, c'est très compliqué. D'où l'urgence pour Zelensky, la semaine dernière, d'exiger du matériel performant pour contrebalancer, pour rétablir un rapport de force favorable. Donc c'était 7
cette mission, effectivement, avoir de la profondeur stratégique et revenir avec eh bien, des promesses de livraison d'armes. Un pari pas forcément complètement eh bien, gagné pour Volodymyr Zelensky, mais on a eu ces déclarations de Bruxelles qui envisagent d'effectuer des achats communs d'armement pour livrer peut-être plus vite l'armée ukrainienne, raccourcir les délais de fabrication de certaines munitions. Ça, c'est un peu le mantra de Van der Leyen. Hein. C'est comme pour le Covid, hein, pour acheter des médicaments, il le faisait grouper. Donc, effectivement, pour avoir des prix intéressants, parce que le matériel coûte extrêmement cher. Donc, aujourd'hui, il y a peut-être une logique européenne qui vise à... Ce qui est intéressant également, au-delà de la lecture, si vous voulez, stricte de cet achat, qui était une technique particulière, c'est quoi? C'est que c'est aujourd'hui nous, Européens, qui sommes, nous, la profondeur stratégique de l'Ukraine. C'est ça la révélation de la semaine dernière. C'est qu'en fait, Zelensky, de façon extrêmement à droite, à la limite, il n'attendait pas à ce qu'on lui donne des avions. Il sait bien qu'on ne va pas lui en donner et il sait bien qu'on va mettre des mois, voire des années avant de former des pilotes. Par contre, ce qu'il fait, en venant à Bruxelles et en venant à Paris et en venant partout en Europe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bien démontré à la Russie que sa profondeur stratégique à lui, c'était nous. Son arrière-base. C'est nous, et donc c'est notre problème qu'on a. Et la révélation de la semaine dernière, c'était que nous sommes la profondeur stratégique géographique de l'Ukraine. Vous dites, colonel, ce matin, peu importe le nombre de chars livrés, alors, dans ces cas-là, c'est symbolique ou anecdotique? Pour moi, c'est d'abord totalement anecdotique. Les chiffres qui sont avancés sont extrêmement faibles. On est sur une base par tranche de 14. Vous voyez, un escadron par-ci, par-là. Ça, vous savez, vous dites en dessous de 300 voilà. Chars, cela ne vaut rien. Rien. Et je dirais même 300, j'aurais dit même 500. Parce que la bataille de course, si vous voulez, en Russie, c'est 8000 chars pendant 12 jours. Donc, oui, c'est colossal. Donc aujourd'hui, si vous voulez, une bataille de chars, c'est bien plus que ça. Aujourd'hui, le combat, vous savez, Zelensky sait très bien qu'il n'aura pas ses chars dans la semaine qui vient. Encore que les Allemands semblent faire un effort pour commencer à lui en donner. Mais je veux dire qu'une grande offensive, vous dites, c'est très compliqué. Mais pourquoi il doit mettre ça dans la tête des Russes? Parce que c'est une espèce de combat intellectuel quelque part. Il faut impérativement que les Ukrainiens mettent dans la tête des Russes que demain, il va y avoir une offensive, pour éviter que les Russes pressent à mort, on va dire, dans le Donetsk, en direction de Kiev. Et donc, ça va forcer les Russes à garder une réserve en fonction d'offensives potentielles, putatives qui peut arriver. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui de cette demande excessive, ou en tout cas de cette demande de matériel blindé. De toute façon, la France n'a pas les moyens d'en fournir beaucoup plus qu'une dizaine ou qu'une quinzaine de ces chars Leclerc. Vous savez, c'est une triste histoire que vous évoquez là. Parce que notre armée française, depuis 90, si vous voulez, elle est en réduction permanente. On n'a plus les moyens. Je veux dire, aujourd'hui, on est parti, vous savez, en 90, on avait 1500... Vous l'avez dit souvent à plusieurs reprises, je regrette le manque d'efficacité, notamment de l'armée de terre ou de... Alors, ce n'est pas un problème d'efficacité, le problème, c'est que c'est un problème de moyens, très concrètement. En fait, oui, on a abandonné progressivement, si vous voulez, la partie lourde, parce que c'était pas chic. Alors, c'est vrai que 2001, avec le monde du terrorisme qui apparaissait, il y avait une espèce de force qui s'est adaptée, si vous voulez, à la menace. Le problème, c'est qu'on a oublié, et rappelez-vous, à un moment donné, dans les grands débats, il y a une dizaine d'années, à l'époque du président Hollande, du président Sarkozy, le problème, c'était quoi? Il fallait réduire les effectifs, réduire les budgets. Et le problème, c'était une théorie qui était archi connue. On disait, il faut faire rentrer les dindons dans la valise. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un budget qui était contraint, il y avait des problématiques énormes, il fallait faire rentrer les dindons dans la valise. Et ça, le problème, c'est qu'on va le payer très cher. C'est qu'aujourd'hui, on a une armée qui n'est pas adaptée à la menace. La revue nationale stratégique de 2022 remet les choses à l'endroit, selon vous? Ben évidemment, alors c'est le discours du président Macron, je crois que c'est le 9 décembre, a été extrêmement précis. Le problème, si vous voulez, c'est que cette revue stratégique va être suivie par une LPM, une loi de programmation militaire. Ça veut dire en fait soutenir un effort de guerre dans la durée, c'est surtout ça. Et puis on a vu qu'il y a un effort significatif qui a été fait. Le problème, quand vous avez une armée qui est à l'os, comme on dit, une armée qui n'a plus de moyens, qu'est-ce qui va se passer? On va favoriser systématiquement les gros moyens, les bateaux, les avions et un peu d'armée de terre. Aujourd'hui, l'armée de terre, je ne suis pas sûr qu'elle soit encore une fois favorisée. Il n'y aura pas un homme de plus. Aujourd'hui, notre armée, c'est 200 000 hommes. Dans la LPM, il n'y aura pas 201 000 hommes. Alors, il y aura un peu plus, hein. Mais il n'y aura pas de recrutement massif. Ce qui veut dire que notre armée de terre va rester ce qu'elle est. Et qu'est-ce qu'on voit en Ukraine? C'est un combat terrien. Et on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une espèce probablement de compétition qui se met en place, malheureusement, entre les différentes armées par la force des choses. Je voudrais qu'on parle justement un instant de nos armées et de l'exercice qui va se dérouler dans quelques jours, au nom de code Orion 23. Expliquez-nous.
Le Orion, c'est le grand exercice. Vous savez, les Français ne faisaient plus d'exercice. Le dernier qu'on a fait, 187, s'appelait Kekerspatz, moineau hardi. Alors, vous voyez, avec ça, on n'allait pas inquiéter les Russes. C'est plus qu'un entraînement, parce que au quotidien, nos armées s'entraînent. Là, on est sur autre chose. Alors, en deux mots, pour vous le décrire, sans rentrer trop dans les détails, c'est un grand exercice, je dirais, international et comment dire, interarmé, qui va durer 3 mois et qui va mettre en... De février à mai. À mai, absolument. Donc, c'est un très grand exercice. On ne l'a pas fait depuis 30 ans. Hein, c'est le premier. Alors, on en faisait, mais par petits paquets, tout ça, ça faisait au bout d'une année ou 2 ans, ça faisait l'exercice. Là, on va concentrer sur 3 ou 4 mois, on va concentrer un exercice qui a commencé déjà. Parce qu'il y a une phase 1 qui est la phase de planification qui a commencé cette année. Donc, on est sur phase de planification. Après, il y aura... Alors, c'est quoi l'objectif? Parce que quand on regarde une carte, en fait, de cet exercice, c'est quoi? C'est la France, dans un cadre interallié, donc l'OTAN, qui va agir pour aider un État qui est agressé par un autre État, qui est nucléarisé. Alors, quand vous regardez la carte européenne, il n'y a pas besoin d'expliquer 107 ans. Mais voilà, le scénario. On est un scénario ukrainien. Exactement. Et on va travailler sur le sujet. Donc, ça va commencer par un débarquement sur les plages de Méditerranée. On va conquérir une tête de pont dans la région de Kélus, etc., on va dire dans le sud-ouest. Après, il y aura une grande opération aéroportée, mécanisée, etc., en direction du nord-est. Et là, il est question même que, en fait, cet exercice, comment dire, couvre l'ensemble de la France. Quel est le but? Le but, c'est de travailler en temps réel, globalement, et en fait, à taille réelle, sachant qu'ils vont intégrer des exercices liés à la protection civile. Donc, on va travailler sur les problèmes de population, les problèmes d'hôpitaux, les problèmes d'évacuation, les problèmes de menaces nucléaires, etc. Donc, c'est extrêmement intéressant d'avoir pendant 3-4 mois un exercice, si vous voulez, qui va nous donner une espèce d'image ou de photographie de nos capacités. Le seul problème que je retrouve là-dedans, enfin que je trouve dans cet exercice, c'est qu'il a été monté par les Canadiens. Je regrette que... Le scénario, vous dites, a été imaginé par le Canada? On leur a demandé, en fait, et malheureusement, je pense que c'est dommage qu'ils n'aient pas fait appel à des Français qui connaissent bien le sujet, parce qu'en fait, comme c'est autant, ils se sont dit, les Canadiens, c'était mieux, il y a un côté un peu chic, et je regrette que ce soit les Canadiens qui l'aient monté et pas des Français. Alors justement, je voudrais qu'on termine cet entretien par un mot sur la diplomatie. On a l'impression, on arrive à l'anniversaire de ce conflit en Ukraine, on a l'impression que la diplomatie est à l'arrêt avec cette tournée de Volodymyr Zelensky il y a quelques jours, à Londres, à Paris, à Bruxelles, mais pas finalement pour préparer un sommet pour la paix, mais pour bien préparer la suite du conflit armé. Comment est-ce que vous voyez cette issue diplomatique ? Moi, j'ai un vrai problème, c'est que tant les Russes que les Ukrainiens ont un discours totalement militaire. Et ça, c'est incroyable, c'est qu'il n'y a jamais le mot diplomatie, le mot politique. Ça, c'est incroyable. Et Zelensky, c'est un combattant. Il est habillé en combattant déjà. Et il a encore dit il y a quelques jours qu'il avait 99,9% de chances de vaincre la Russie. C'est compliqué, si vous voulez. Quand vous êtes dans un cadre diplomatique, c'est compliqué de dire que vous allez détruire votre adversaire, d'autant qu'une Russie qui implose avec une armée russe défaite, etc., avec un changement de pouvoir à Moscou, je ne sais pas ce que ça peut donner. Il ne faut pas oublier que la Russie, c'est comme 7000 têtes nucléaires, et donc ça ne se prend pas comme ça. Mais quelle initiative possible alors? Aujourd'hui, le problème, il faut parler. Donc il faut que les deux acceptent. Vous savez, la guerre ne s'arrête que lorsque l'un des deux ou les deux sont fatigués de l'affaire. Et donc les opinions publiques, et donc concrètement la Russie et les Ukrainiens, tant que les deux opinions publiques ne sont pas d'accord, en tout cas n'en ont pas assez, comme on dit, ils vont continuer. L'envie de se battre, elle va. Et puis les Ukrainiens ont démontré qu'ils étaient extrêmement motivés, et les Russes le démontrent aussi. Alors encore une fois, dans des conditions un petit peu différentes. Quand vous êtes l'agresseur, on est en général un peu moins motivé. Mais encore une fois, je vois pas du tout de blocage ou d'arrêt. Et malheureusement, le problème, il faudrait un pays tiers. Le président Macron a essayé pendant un certain temps de rester connecté avec Moscou. Il n'a pas parlé avec Poutine depuis combien de mois? Depuis le 11 septembre dernier. Oui, mais c'est incroyable. Donc le problème, il n'y a pas de canaux qui existent. Les seuls canaux, c'est Lavrov qui se promène en Afrique, comme la semaine dernière, et qui continue de déstabiliser, qui a terminé sa tournée africaine au Soudan, effectivement, pour vanter notamment les actions de la milice Wagner. Oui, et puis en même temps, c'est une action, je dirais, extrêmement... Alors, la milice Wagner, oui, les actions militaires, mais en même temps, les actions, je dirais, économiques. Puisqu'en faisant ça, ils s'installent, ils vendent de l'armement, ils prennent des participations dans les mines d'or, dans les mines de cuivre, dans les mines de tout ce qu'on voudra, etc. Donc, on voit bien qu'il y a une action déstabilisatrice des Russes en direction de l'Afrique francophone, en plus. Donc, si vous voulez, on ne voit pas aujourd'hui, si vous voulez, de perspective, on n'a pas de petite lumière qui dit, là, on a peut-être envie de discuter. Les Turcs, à un moment donné, étaient assez bien placés grâce aux histoires de la mer Noire, la mer d'Azov et surtout d'exportation de blé, étaient bien placés parce qu'ils sont les seuls aujourd'hui qui discutent encore avec les Russes et avec les Ukrainiens.
ukrainiens. Donc on peut imaginer que les Turcs pourraient faire une espèce de, vous voyez, éventuellement l'Europe, mais l'Europe aujourd'hui est en train de devenir quelque part, encore une fois, la profondeur stratégique de l'Ukraine. Et donc je vois mal. La présidente de la Commission européenne a indiqué que le 10e paquet de sanctions sera imposé à Moscou d'ici le 24 février, donc dans quelques jours. On est en plein dedans. Alors on n'est pas co-belligérant, mais en tout cas ça a commencé à y ressembler sérieusement. Et l'Inde, un dernier mot, très rapidement, l'Inde peut jouer, cette puissance mondiale peut jouer ce rôle de médiateur? Oui, alors le problème de l'Inde, c'est pas tellement c'est pas la Russie ou nous. Le problème de l'Inde, c'est la Chine. Et c'est la position de la Chine par rapport à la Russie qui fait que l'Inde nous appuiera ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de jeu triangulaire extrêmement subtil. Et la Chine, aujourd'hui, très clairement, est sur les arrières de la Russie et aide la Russie. Donc, aujourd'hui, l'Inde, au début, a été plutôt paradoxale quand elle a bloqué, je vous rappelle, les exportations de son propre blé. Donc, elle a amplifié, si vous voulez, le stress autour de l'approvisionnement en blé de l'Afrique, principalement. Mais ils ont rouvert les vannes. Donc, aujourd'hui, ils sont plutôt sur un modèle, je dirais, plus neutre qu'ils ne l'étaient. Deux, sur les grandes réunions, si vous voulez, avec les Russes et les Chinois, aujourd'hui, les Indiens sont plutôt sur un modèle avec Poutine en disant Vladimir, arrête, calme-toi et trouve une solution. Merci beaucoup, colonel Pierre de Jong, d'avoir répondu à notre invitation et de nous avoir éclairé sur cette situation à la fois sur le terrain, mais également la situation diplomatique. Tout de suite, c'est l'heure de votre météo, Guillaume.